De retour sur le plateau de Débadoc, ravi de vous retrouver avec mes invités. Guillaume, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On vous a vu dans ce documentaire riche en émotions. Vous êtes entraîneur au sein du Pôle Espoir et on y reviendra ensemble. Ethan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ancien élève du Pôle Espoir, le film se termine sur vous. On aura plein de questions à vous poser également. Gorka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous faites partie de la Water Family, vous êtes responsable pédagogique. On va pouvoir se parler de ce que vous menez, ce combat pour la préservation des océans notamment. Et puis à distance, le réalisateur de ce film, Gabriel Courty-Villanueva. Bonjour, bienvenue Gabriel. Bonjour, merci. Félicitations pour ce très beau documentaire, on s'est régalé à le regarder. Et puis on aura également plein de questions à vous poser. Ethan, je suis obligée de commencer par vous. Le film, il se termine sur vous. Avec un peu de recul, il s'en est passé du temps depuis ce tournage. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, de revoir toutes ces images, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Je suis hyper content parce que ça me fait revoir des têtes que j'ai pas vues depuis un petit moment à cause de tout ce qui se passe actuellement. Ouais, la crise sanitaire. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment un plaisir de voir ce documentaire à chaque fois, quoi. Oui, on le voit, vos yeux pétillent à ce moment-là. Alors, c'est important aussi de dire que oui, on est encore en pleine crise sanitaire et que messieurs, à la fois Guillaume et Gorka, comme vous étiez à côté et qu'il n'y avait pas de distance géographique suffisante, on a décidé de vous masquer. Comme ça, tout est respecté, vous ne risquez rien. Ethan, vous avez commencé le surf très jeune. Ouais, j'ai toujours été un peu dans l'eau grâce à mon père qui avait une école de surf. Du coup, j'ai toujours baigné dans le monde du surf, du bodyboard, de l'océan. C'est pour ça que je suis autant passionné, je pense, parce que j'ai commencé depuis que je suis tout petit, je baigne dedans, quoi. Donc le Pôle Espoir, pour vous, c'était une évidence, c'était la continuité C'est mon frère qui était au début et en fait, le jour où il est parti au Pôle Espoir, je rêvais juste de rentrer, quoi. C'est tout ce que je voulais faire, je voulais juste aller au pôle. C'est pour ça qu'en cours, je me suis concentré, j'avais des bonnes notes pour pouvoir être pris au Pôle Espoir et ça a marché, du coup, je suis hyper content, quoi. Mais alors, pourquoi pas le surf et pourquoi le bodyboard ? Alors ça, c'est mon père qui était 3 fois champion du monde de bodyboard. Ah du oui. coup, qui nous a un peu guidés sur cette voie-là et je sais pas, c'est venu comme ça, quoi. C'était une évidence pour vous, Ouais, en fait. voilà. Guillaume, on a l'impression que pour vos élèves, c'est une évidence, mais on a l'impression aussi, quand on vous voit dans ce documentaire, très animé, très passionné, que c'est une évidence pour vous aussi. C'est quoi l'histoire du Pôle Espoir ? Vous êtes un ancien élève, c'est ça ? Ouais, je suis passé par le Pôle Espoir, ça s'appelait Sport-Études à l'époque, et effectivement, je suis passé comme eux par ce double projet scolaire et sportif au lycée. Et oui, une évidence, j'en sais rien, moi aussi je suis un passionné en fait. Comme Ethan et comme beaucoup autour, on est passionné de ce qu'on fait. Que ce soit en tant que réalisateur pour Gabriel, Gorka au sein de la Water Family. On aime ce qu'on fait, donc on a envie de passer ce qu'on connaît, de partager toute notre connaissance, nos compétences. Et pour moi, pouvoir revenir là en tant qu'entraîneur, voir l'autre revers de la médaille, qui est pas mal aussi. Je me rends compte quand on était jeune, on faisait pas tout parfaitement. C'est vrai ? Oui, mais c'est normal. C'est normal. On est jeune et on a envie de faire plein de choses, mais on n'écoute pas tout forcément bien. Mais c'est très bien. Moi, ça me permet de rendre ce qu'on m'a donné pendant des années. Et en fait, je partage ça avec eux et c'est des bons, grands moments. Ils vous le rendent bien, hein. On voit qu'il y a une évidence entre vous, il y a une alchimie entre vos élèves et vous dans ce documentaire qui est assez incroyable. En même temps, le documentaire, il a été traité comme ça, de façon très humaine dans ce documentaire. Et on va vous poser la question, justement, Gabriel, mais avant de parler du traitement, justement, à la fois de l'image et de l'histoire du documentaire, ce qui l'a rendu unique aussi, on a plus l'habitude, vous, de vous voir surfer sur la neige plutôt que sur l'eau. Alors, est-ce que ça a été une évidence d'aller voir de ce côté-là aussi ? Moi, j'ai grandi, je viens pas de la côte basque à la base, j'ai grandi à Pau et j'ai pas mal de familles en montagne, donc c'est vrai que j'ai toujours été passionné de sport de glisse, mais plus proche de la neige que de l'eau. J'ai commencé à surfer tard et c'est vrai que ce milieu du surf m'a toujours intéressé et ça fait un petit moment que je travaille dans l'audiovisuel, mais j'ai jamais eu trop l'occasion de travailler autour d'un projet autour du surf, donc cette occasion s'est présentée et voilà, je l'ai saisie. Alors, ce que vous avez saisi aussi, c'est vraiment l'humanité de chacun de vos personnages. C'était une volonté de traiter ce film de façon très humaine. On est plus dans l'humain, sur ces jeunes que l'on suit. Sur vous, Guillaume, on s'attache aussi à vous durant Je vais me permettre de répondre là-dessus. C'était aussi un peu notre volonté à nous. C'est-à-dire qu'on a autour de nous quand même, on travaille régulièrement avec de très bons vidéastes et réalisateurs aussi, mais très typés surf. Ils sont capables aussi de faire d'autres choses, mais on voulait quelqu'un qui avait un regard et un recul par rapport à l'activité même et à la discipline elle-même et qui pouvait l'aborder d'un autre angle. D'accord. Et par le biais de relations, on a rencontré l'équipe de Castou Productions, dont le réalisateur Gabriel Courty, et il est apparu comme une évidence, effectivement, de faire ce projet avec eux.
Et au fil du temps, en plus, on a créé des liens d'amitié. Donc je pense qu'il a eu, en plus d'avoir au départ le recul, petit à petit aussi une connivence avec nous. Et il a pu s'infiltrer au sein du groupe, entre guillemets, assez facilement. Alors vous avez utilisé ce mot, s'infiltrer. Vous êtes un groupe, vous êtes un cocon. On a l'impression de vivre avec vous durant cette année dans le Pôle Espoir. Et Gabriel, comment est-ce qu'on s'infiltre dans ce groupe qui est déjà formé? Où il y a d'un côté les élèves, de l'autre côté, il y a Guillaume, qui est un peu... Vous avez la figure paternelle, en fait, avec, vous les chouchoutez beaucoup, vous les protégez, et en même temps, vous les éduquez. Attention, ça fait le droit, hein, on l'a vu. Hein. Alors, on est moniteur de surf, on est éducateur sportif aussi. Ouais. Donc, et le sport a toujours été un bon moyen d'éduquer, de créer du lien social, d'amener des devoirs, des droits, des valeurs. Et le surf en fait partie de ces sports qui amènent des valeurs. Donc, on a aussi ce petit lien paternel parce qu'en fait, on les côtoie plus que leurs parents pendant toutes les années où ils sont au pôle. On les a quasiment 5 jours sur 7. Pendant combien de temps? Les 8 mois scolaires de l'année pendant 3 ans. Normalement, de la seconde à la terminale, si tout se passe bien pour eux. Et c'est un moment charnière de l'éducation, seconde terminale. Mais moi, je vois ça plus comme un grand frère plutôt qu'un père. Ouais. C'est plus quelqu'un sur qui on peut s'épauler, qu'on s'entend bien, que ça va nous éduquer, mais de façon moins stricte en gros qu'un père. C'est pour ça que j'ai plus l'image de grand frère. Moi, pourtant, j'avais pas envie de faire des abdos avec Guillaume quand je voyais les images. Je vous le dis tout de suite, Ethan. Ça fait presque peur, mais en même temps, il y a des résultats assez incroyables. Gabriel, pour en revenir à la question, comment on s'infiltre dans ce genre de groupe? C'était assez naturel. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça pas forcément facile d'un point de vue intimidation. C'est-à-dire qu'un groupe d'adolescents, ça peut être plus intimidant, je trouve, qu'un milieu qu'un milieu qui peut paraître plus compliqué à infiltrer. C'est-à-dire que comment faut faire? Faut se faire ami. On est sur la plage. J'ai commencé à filmer plutôt seul au début. La caméra fait un peu partie du groupe, et une caméra épaule assez discrète au début. Puis les jeunes, ils sont vite habitués. De toute façon, quand il y a l'appel de l'océan, on voit qu'ils oublient très très vite la caméra. J'ai eu très très peu de difficultés à les filmer. En fait, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et voilà, comment on s'infiltre, on passe du temps avec eux et on devient finalement amis, quoi. C'est un peu une aventure humaine. Le documentaire, c'est souvent ça, mais là, en plus, dans ce milieu-là où c'est déjà une bande d'amis existants, c'est assez intéressant. Et l'aventure humaine, elle passe par la formation, avec des thèmes très importants au Gorka, forcément, c'est là que vous apparaissez. La Water Family, en quelques mots, et pour l'expliquer, alors on vous voit dans ce documentaire avec le côté pédagogique de sauvegarder l'océan, de penser à l'environnement et à l'écologie. La Water Family, Gorka, en quelques mots, c'est quoi? C'est quoi votre vocation et quand est-ce que vous avez été créé? Alors l'association, donc à l'origine, c'était du flocon à la vague. C'était un événement sportif qui est parti de la montagne et qui redescendait jusqu'à l'océan. Donc c'était créé en 2009. Donc cet événement sportif, c'est devenu une association d'éducation à l'environnement. Alors un peu plus que l'environnement, vraiment à l'écologie, à la manière de voir le vivant, de consommer différemment, de réfléchir à différents modes de vie. Donc ça, c'est vraiment le cœur aujourd'hui de l'association. Donc on fait de l'éducation, mais on fait pas que de l'éducation aussi. On a toute une partie axée formation, donc formation en entreprise, formation auprès des organisateurs d'événements. On en reparlera aussi peut-être avec la Ligue de surf Nouvelle-Aquitaine, avec qui on a beaucoup travaillé et avec qui on travaille depuis longtemps. Et puis après, deux autres axes qui sont la reconnexion à la nature, donc essayer de créer des projets pour mieux se reconnecter au vivant, à la nature, et un mouvement citoyen avec un axe qui nous est cher, c'est que l'écologie devienne une matière première dès l'école primaire. Donc l'écologie au sens d'une science, puisque c'est avant tout une science. Bien sûr. Donc dès le plus jeune âge, éduquer les jeunes à comment fonctionne notre planète. Guillaume, ça fait partie de la culture surf, l'écologie. Ça fait partie de la culture depuis très longtemps, malheureusement encore pour nous. Heureusement, il y a pas mal de produits qui se développent dans le bon sens, mais on était quand même un sport qui utilise énormément de produits issus du pétrole. Toute la résine, le polyester, les pains de mousse pour les planches, le néoprène pour les combinaisons. Mais on a aussi justement un secteur qui se veut innovant et qui travaille beaucoup dans le bon sens en essayant d'aller chercher de nouvelles conceptions de produits. Et en sensibilisant énormément les gens, les acteurs, les pratiquants. Donc on a travaillé, nous, pour se remettre un peu en question avec la Water Family, justement, autour d'abord de nos compétitions. On a essayé de voir où c'est qu'on pêchait un petit peu dans le développement durable et petit à petit de remédier à certains points dans l'organisation de nos compétitions régionales.
On essaie de sensibiliser les jeunes aussi avec la water, avec d'autres personnes issues de divers milieux, pour les sensibiliser à diverses choses. Parce On que le voit dans ce documentaire. juste une chose toute bête, mais éviter d'utiliser de plus en plus de bouteilles d'eau et de prendre une gourde et de Bien remplir sûr. sa gourde au robinet. Et Bien sûr. rien que ça, ce geste-là, au quotidien, c'est bien si c'est fait régulièrement. Bien sûr, Gorka, ce qui est fait au quotidien, les actions quotidiennes justement pour préserver cet environnement, à la fois avec la Ligue de surf Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans ce que vous pouvez faire auprès des écoles, auprès des entreprises. Ouais. Bah, alors, voilà, au niveau du surf, en tout cas, un des premiers aussi gestes à faire, c'est réfléchir au transport. Au moyen de, voilà, le transport, c'est forcément un gros impact dans la Bien partie sûr. surf. Donc, c'est comment essayer de limiter son impact en termes de transport. Ensuite, voilà, vraiment dans les axes qu'on va donner, on est autour de la consommation responsable. Donc, mieux consommer pour protéger l'eau, mais aussi protéger sa santé. Mieux consommer, ça passe d'abord par des cosmétiques naturels. On pense aussi dans le milieu du surf, hein, les crèmes solaires, etc. Ça aussi, ça a un impact sur notre santé directement, et puis bien sûr sur le milieu marin. Ça passe par donc voilà, réfléchir à nos modes de déplacement. Ça passe aussi par réfléchir à nos objets. On a parlé un petit peu des combis, donc essayer de choisir de la qualité, des choses qui vont durer longtemps. Et puis ça passe aussi par une alimentation plus locale, plus bio, plus saine. Moins riche en protéines peut-être, animales. Moins riche en protéines, Forcément. plus végétale, bien sûr. Plus végétale, c'est voilà, choisir la qualité à la place de la quantité, mais plus de végétal, c'est sûr. Ethan, qu'est-ce que vous avez appris à la fois auprès du Pôle Espoir, mais aussi auprès de la Water Family? Alors on imagine que vous avez appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui? Qu'est-ce que vous gardez quelques années après? Mais moi, du coup, c'est l'impact qu'un surfeur peut avoir sur la planète, quoi, en soi, avec tous les voyages qu'on fait. On prend souvent l'avion. Enfin, le néoprène, c'est, comme il a dit, c'est du pétrole. Donc au final, comme il dit, on essaye de, par exemple, si on doit aller faire un déplacement au Portugal, on va privilégier la voiture plutôt que de prendre un avion, plein de choses comme ça. On va essayer de manger un peu moins de viande. Les jeans, parce que les jeans, ils nous avaient dit que ça consommait beaucoup d'eau, on essaie d'en acheter moins. On essaye d'être plus responsable, quoi. Et ça, vous vous en doutiez quand vous étiez plus jeune et que vous vouliez faire à la fois du surf et du bodyboard? Non, Vous ne le saviez pas? Je réfléchissais pas trop à ça. Bien sûr. J'avais conscience un peu de la planète, mais pas autant, quoi. Je pensais pas que, en tant que surfeur, on pouvait être aussi néfaste, entre guillemets, pour la planète, quoi. Est-ce que cette formation longue durée au Pôle Espoir, elle a changé votre façon de vivre au quotidien et de voir la vie, d'imaginer votre futur? Ben, c'est, ouais. Les gars? Ouais, ça a changé. Ben, Le coup d'œil au grand frère, donc? ouais, non, mais oui, ça a changé carrément, en fait. C'est une expérience qui était incroyable, qui m'a fait changer, déjà mon surf, qui m'a fait changer ma vision des choses sur le surf, sur ce que je veux faire plus tard, voilà, je sais que je veux être dans le monde du surf toute ma vie, quoi. Peut-être qu'avant, j'avais pas forcément cette Oui, vous aviez intuition, la quoi. passion, mais vous ne saviez pas si Voilà. vous alliez continuer aussi longtemps. Là, j'ai envie de faire que ça. D'accord. Ça Bon, t'a amené des liens d'amitié aussi importants. non? Ouais, carrément, ça va faire rencontrer plein de vrai? personnes. Ah oui. Plein de personnes qui sont incroyables, qu'on est encore potes aujourd'hui. Ça m'a amené plein de choses. Je vois juste, là, Ethan revient sur les entraînements régulièrement, et ceux qui ont connu Ethan quand il était encore au pôle prennent un grand plaisir à le revoir, à partager des moments avec lui. C'était le grand frère à l'époque pour eux. Ouais. Il avait un rôle de capitaine un petit peu et à devoir les gérer. Et je vois en fait que les relations se créent, se nouent, et il les garde après. Il y a d'autres générations avant qui, 3 ans après avoir quitté le Pôle Espoir, continuent à se voir, à se retrouver, à aller ensemble sur les compétitions, à voyager ensemble, à se faire des repas, à passer du temps ensemble. mais ça n'a pas de prix. Ça fait aussi partie de l'ADN du sport de haut niveau? Je pense, oui. On est un sport individuel, et grâce au pôle, ils découvrent quand même aussi ce que c'est Que la le collectivité. collectif. Et c'est assez important pour pouvoir se soutenir, Bien être sûr. ensemble, se porter assez loin ensemble et s'accompagner dans des bons moments comme dans les mauvais moments. Oui. Et grâce à ça, je pense qu'ils peuvent aller très très loin. Si on est seul dans notre coin, c'est jamais évident au bout d'un moment. Ouais, c'est sûr qu'ensemble, on avance toujours plus vite. En tout cas, et cette crise sanitaire, elle nous l'aura appris. Mais on va y revenir parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et au Pôle Espoir et pour vous, depuis le début de cette crise sanitaire. Gabriel, durant ce tournage, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, des limites? Parce que quand on filme, alors déjà on filme des jeunes, et puis ensuite on filme dans un milieu naturel. C'est l'océan. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les limites, il n'y en a pas vraiment eu. Non, après, c'est toujours pareil. D'un point de vue image, quand on part faire des images de surf, il faut qu'il y ait des bonnes conditions. Mais c'est aussi intéressant de voir aussi ces jeunes évoluer dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Et c'est souvent le milieu de la compétition, d'ailleurs, où
je pense au Portugal, on voit dans le film, c'est pas les vagues les plus faciles à surfer, et du coup, souvent, ils doivent se confronter à ce genre de difficultés. Donc, c'est intéressant à mettre en image. Après, moi, comme difficulté, non, je sais pas, le sable tous les jours à nettoyer sur les caméras. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais ça peut rendre fou, hein, le sable tous les jours sur les caméras, pas facile. Hein. Le vent, le sable, les embruns, le sel en permanence. Le vent dans le micro. Ah oui, les gros bruits comme ça, pas évident. Du coup, beaucoup de travail de post-prod ou pas forcément? Ouais, beaucoup de travail de post-prod parce que déjà de base, c'est un documentaire qui a commencé sans trop savoir où on allait. On partait sur un film un peu court où j'ai commencé à filmer sans un fil conducteur précis. Ça s'est fait vraiment au feeling. Et donc j'ai ramené beaucoup d'images et surtout un gros travail de montage parce que j'avais... souvent quand on écrit un film, on le séquence un minimum. Là, à part des gros points principaux, il s'est construit au montage clairement ce film et donc un gros travail de post-production à tous les niveaux en son et en image. Ouais. Tu voulais en faire un 26 minutes et t'en as fait un 52 minutes. Voilà, fait ça. Déjà, il y avait du contenu. Sur un 10 minutes, je crois qu'on disait, on avait dit 10 minutes au début, 26 minutes, 52 minutes. Non, mais c'est vrai qu'en plus, pour revenir sur cette histoire de côté humain, moi, ça s'est fait assez naturellement. J'aime beaucoup filmer le sport, mais en fait, je trouvais ça aussi intéressant de filmer ce qui se passe à côté, la relation entre Guillaume qui est un personnage du film, il faut quand même le dire. Oui, Guillaume est un vrai personnage du film. Guillaume et les entraîneurs, mais voilà, et du coup, je sais pas, c'est une approche entre guillemets sans prétention, mais sociologique un peu de ce milieu-là. Et c'est ce qui me passionne toujours de façon quand je travaille. Et donc du coup, filmer du surf d'un côté et filmer ce qui se passe à côté, c'est pour moi aussi important et aussi plaisant, quoi, vraiment. Et puis ce qui était aussi sympathique à regarder, en tout cas, c'est qu'on a aujourd'hui, on filme des jeunes, mais de façon très positive. On filme des jeunes sportifs, on filme des jeunes qui ont rigueur, qui vont à l'école, qui apprennent des choses. C'est pas du montage, c'est vraiment la vérité. J'ai vraiment ressenti, j'ai découvert un milieu. Je connaissais un peu le milieu du surf, mais c'est vrai qu'on a cette image du surfeur qui peu importe le qualificatif, mais c'est vrai que là, ces jeunes-là, c'est un peu différent. Ils ont une pression scolaire et de résultats sportifs et scolaires qui font que ça les oblige à se concentrer et à se serrer les coudes entre eux. Mais voilà, ils sont bien, quoi. Franchement, ils sont bien dans leur tête. Et ça se ressent dans le film, mais ça se ressent. Voilà, c'est pas un truc que j'ai voulu montrer en montant, quoi. C'était vraiment, c'est ce qui ressortait des images. Brut, quoi. En tout cas, on s'accroche à vos personnages et je vous assure que ça a bien marché parce que vous êtes tous très attachants dans ce film et ça, je tenais à vous le dire. Alors justement, le film, il se finit sur vous. Et vous préparez les championnats du monde junior. Et là, on sait que juste après, bim, pandémie, confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On a envie de voir le numéro 2, je vous le dis tout de suite. On a envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé pour Ethan? Gabriel, je vous le glisse. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe pour vous, Ethan, à ce moment-là? Du coup, le film, il se termine sûrement au championnat de France en octobre, je crois. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Et après, du coup... vous êtes super bien classé. Fin d'année normale, fin de saison normale. Et au début de la nouvelle saison, en février, mars, Covid. Et du coup... 17 mars, confinement. Tout est annulé. Et j'avais une petite espoir, parce que moi, les championnats du monde, c'était ma dernière année en junior. C'était en septembre. Du coup, je me suis accroché. Je me suis dit, d'ici là, ce sera fini le Covid. Je pensais que ça allait être fini et que j'aurais pu faire cette compétition. Donc je me suis entraîné pendant le confinement, physiquement. Dès que le confinement il s'est terminé, je suis allé surfer souvent, très souvent. Et au final, on est arrivé en milieu d'été. J'étais très focus. J'étais j'avais vraiment envie de faire ces championnats du monde. C'était ma dernière année, c'était ma dernière chance en gros d'être champion du monde junior. Et milieu d'été, à un mois de la compétition, j'apprends que c'est annulé. Bon. Petite dépression, enfin pas de dépression, mais j'étais un peu triste, mais au final j'ai su rebondir. J'ai su rebondir et là j'ai de nouveaux objectifs. Donc, alors parlez-nous, Ethan, de vos nouveaux objectifs. Lesquels sont-ils? Alors moi, du coup, avant c'était de gagner les championnats du monde junior. Maintenant je passe en open, du coup ça va être de gagner les championnats du monde en open, quoi, d'être champion du monde de bodyboard sur le tour mondial avec les open, avec les plus grands. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Mais vous allez y arriver. Il est excellent, Ethan. Il continue, vous l'avez dit, il continue à venir. En plus, il continue bodyboard. à venir, à s'entraîner. Mais oui. Et, l'entraîneur, je vous l'ai dit en coulisses tout à l'heure, ne tarit pas d'éloges sur lui, malgré le fait qu'il n'ait pas le temps de s'entraîner autant qu'il voudrait en ce moment, puisqu'il est en train de suivre une formation vous continuez les études, vous n'avez rien lâché. Hein. Ouais, je peux pas. J'allie encore les deux, je fais de mon mieux. Vous faites très bien. C'est l'objectif du pôle, c'est leur donner tous les outils pour qu'ils puissent sortir de là avec les bagages suffisants pour allier le sportif de haut niveau, le sport de haut niveau et les cursus études universitaire, études ou c'est autre. important, un plan B. Une carrière professionnelle, Voilà. toujours. Ça.
Mais c'est pas que dans le surf, ça se fait dans plein d'autres Bien sports. sûr. Et c'est tout à l'honneur de ces grands sportifs de haut niveau qui arrivent à allier les deux et qui ont une très belle carrière sportive et derrière s'assurent un avenir professionnel Bien sûr. qui est pas négligeable. Alors nous, on a la chance en plus d'avoir des sports dans lesquels on peut devenir professionnel à part entière. Dans le bodyboard, c'est un peu moins en vue que le surf, mais ils ont quand même la possibilité d'être sur le circuit professionnel D'accord. et de pouvoir en vivre. Alors Pour pour le certains. bodyboard, pas de Jeux Olympiques. En revanche, pour le surf, Jeux Olympiques. Est-ce que ça va changer quelque chose pour le confinement, avec le confinement qu'on a eu, les confinements, j'ai envie de vous dire, parce que les Jeux Olympiques, c'est presque demain. Comment vous les préparez, les élèves? Les Jeux Olympiques, c'est dans un mois. Les premiers pour nous en surf, vraiment. Ah ouais C'est en courant juillet. C'est demain. On a les Jeux Olympiques au Japon et après, les élèves, nous, c'est des échéances à 4-5 ans. Du moins, on prépare toujours à 4 ans pour les Jeux Olympiques. D'accord. Une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, on prépare les prochains, voire plutôt dans les 8 années à venir, plutôt que dans 4 ans. C'est encore tout jeune pour nous dans le surf, donc on apprend aussi comment gérer ça, avoir une vision à très long terme et pas du tout la vision à court terme et à moyen terme comme on avait avant, puisqu'on avait quasiment des championnats du monde tous les ans, des championnats d'Europe junior tous les 2 ans. Donc ça se préparait sur des échéances assez courtes. Là, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc les sportifs vont devoir aussi revoir totalement leur manière de se préparer, d'appréhender les différentes échéances. Nous, en tant qu'entraîneurs aussi, on va devoir aussi changer notre manière de percevoir les choses et de les préparer. Mais c'est intéressant, justement. C'est un nouveau challenge. Et Oui, bien sûr. ça va nous amener, ça va être gratifiant, ça va nous amener beaucoup de choses. Alors l'annulation justement des championnats du monde en junior, ça a forcément impacté la planète entière dans le monde du bodyboard. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir les reporter? C'était une décision qui a été prise, qui a été arrêtée. Quand on voit des élèves comme Ethan qui se préparent, parce que c'est la préparation d'une vie, vous les avez pendant plusieurs années, vous l'avez dit, vous les préparez tous les jours, vous les voyez plus que leur famille. On a presque l'impression que c'est presque injuste. C'est un petit peu particulier quand même. On navigue tous à vue. Alors pour quelqu'un qui est dans l'océan, naviguer à vue, ça se fait facilement. Mais là, depuis le début de la pandémie, on sait jamais trop où on va. Et les choses se font petit à petit, au fur et à mesure, avec toutes les données qui arrivent, avec la différente évolution de l'épidémie. On pensait que pendant l'été, ça y est, c'était une vague qui était passée. Et on allait peut-être avoir une deuxième vague, mais ça allait sans doute être plus faible. Et finalement, en septembre, on se rend compte que c'est en train de revenir un peu partout dans le monde entier. Que du côté de l'hémisphère sud, où ils étaient en plein hiver, c'était catastrophique. Nous, on a repris la deuxième vague. Donc, annuler, reporter, là, c'est la décision des organisateurs. Nous, on a essayé, par exemple, à notre niveau, au niveau régional, de faire nos championnats régionaux, espoir. On les a maintenus. Et il s'est avéré que, à cause du temps aussi et de vagues, on a dû déplacer des disciplines. On a espéré les reporter, finalement, on les a annulés pour l'année 2020. Et en 2021, on reprendra l'événement. Vous avez fait ce que vous pouviez, quoi. On a fait ce qu'on pouvait. Je pense que les organisateurs des championnats du monde pro bodyboard ont fait aussi ce qu'ils pouvaient. Ils ont attendu au maximum, parce qu'un mois avant l'événement, l'annuler alors qu'ils ont tout préparé. Je pense tout le monde y croyait, mais tout le monde surtout les compétitions, on y croit. On se prépare. Depuis 1 an, on fait ça. On prépare nos événements dans ce milieu-là et on attend de voir au dernier moment ce qui va se passer. On est prêt, si on a l'autorisation et qu'on peut le faire, on est prêt à les faire. Si on peut pas, tant pis. On est prêt pour un autre et on passe à autre chose. Malheureusement, les plus déçus, c'est les compétiteurs. Bien évidemment. Ces sportifs de haut niveau qui sont préparés depuis, qui sont biberonnés, en tout cas à la compétition. Mais bon, malgré la frustration, je sais qu'il va pouvoir prendre cette frustration, la modeler et faire en sorte de rebondir. C'est ça, je vais essayer d'en faire une force en fait de ce contexte actuel en fait. J'essaye de prendre le côté positif et de repartir de plus belle. Gorka, est-ce que vous avez été impacté directement aussi par le confinement, au niveau notamment de tout ce que vous faites au niveau pédagogique? Est-ce que ça a stoppé? Au niveau sensibilisation, on a été relativement impacté, surtout la partie événements. On est présent sur beaucoup d'événements, bon, bien sûr sur les compétitions de surf, mais pas que. On est tous les étés, toute l'année, les week-ends, on a des villages, on intervient, on est présent. Donc ça, sur cette partie-là, on a été relativement impacté. Après, sur la partie scolaire, les interventions en école primaire, collège, lycée, celles-là, elles ont pu se maintenir. Donc ça a été une chance pour nous de pouvoir continuer à aller intervenir en classe. Donc on a un petit peu sauvé les meubles, on va dire, mais bien sûr, la partie événementielle nous manque beaucoup. Là, ça reprend un petit peu là, à partir de juin. Là, on a les premiers événements qui commencent. Donc c'est une chance, et pour nous, c'est vraiment un moment où on va toucher du grand public aussi, hein, pas que des jeunes, mais on touche aussi le grand public. Ouais.
Et puis on voit de plus en plus l'utilité d'une association comme la vôtre, parce qu'on sait que c'est un phénomène, cette pandémie, un phénomène naturel, malheureusement, qui a impacté tout le monde, mais que l'écologie encore a un rôle à jouer. Ouais, bien sûr. Alors voilà, on ne sait pas exactement encore d'où ça vient, ni comment c'est venu. Les chauves-souris, les pangolins, c'est encore un petit peu flou. Oui, c'est un peu compliqué. Tout est flou autour de l'origine de ce virus, mais bien sûr que voilà, potentiellement l'écologie, on parle des élevages aussi, peut-être voilà, de la déforestation. Il y a plusieurs sources possibles en tout cas à ce virus, mais l'écologie, bien sûr que ça. Et si demain, voilà, si ce n'est pas d'origine écologique aujourd'hui ce virus, peut-être que demain d'autres virus pourraient venir, d'autres problèmes écologiques. On pense par exemple à la fonte du permafrost en Russie, qui est aussi une source éventuellement d'autres maladies qui pourrait émerger de ce moment-là. Voilà. Alors, Gorka, le film, il avait aussi pour but, et je me tourne aussi vers vous, Guillaume, de mettre en place des actions de développement durable en collaboration justement avec la Water Family. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la construction de ces actions de développement durable ? Et ces actions-là, pour le moment, on les a reportées, justement. Ouais. Là, par contre, on ne va pas annuler, mais on a attendu de voir un peu comment ça allait évoluer. On ne pouvait pas faire des actions telles qu'on le voulait, avec la grande ampleur qu'on voulait le faire. Qui étaient comment les actions que vous imaginiez, Guillaume et Gorka ? Bon, alors, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait de temps en temps, c'est un peu de ramassage sur les plages, par exemple, de déchets ou autre. Ça, c'est une action qu'on peut faire ponctuelle et régulière. Celle-là, elle n'est pas trop reportée. On avait l'intention à un moment donné, mais on est en train d'y réfléchir, c'était aller aider à replanter des arbres sur certains endroits. En fait, comme Ethan l'a dit, on a un impact assez important sur le transport. On se déplace énormément tout au long de l'année. On est basé à Biarritz, même si on est proche de la mer. On essaie de trouver les meilleures conditions, les meilleures vagues pour pouvoir s'entraîner. Donc déjà, on utilise un camion en permanence, de l'essence, et on roule. On est en moyenne au moins une 50aine de kilomètres par jour. D'accord. Pour aller chercher les vagues. Ça, c'est la moyenne. Donc il y a des jours où on fait plus, d'autres jours où on fait moins. Plus tous les déplacements que l'on peut faire sur les compétitions. Donc là, on va chiffrer ça à des milliers de kilomètres. Donc on avait cette intention à un moment donné peut-être de replanter des arbres par rapport à la tonne de CO2 qu'on relâchait dans l'air. On est en train d'en reparler, c'est pas forcément la meilleure chose non plus, il faut voir aussi. Donc il va falloir qu'on développe de nouveaux projets. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à terme, les jeunes qui passent par le pôle aussi soient aussi des ambassadeurs auprès des plus jeunes. Et qu'on puisse... ils commencent à être de mieux en mieux formés, ils savent petit à petit quoi faire, comment faire. Donc déjà, dans la promotion de ce qu'ils font, ils ont l'habitude de promouvoir leur image en permanence sur les réseaux. Et certains ajoutent déjà une parole sur le développement durable, sur la sensibilisation auprès du grand public, par le biais des formations qu'on a pu avoir avec la Water Family. Donc ça aussi, j'aimerais bien petit à petit qu'ils soient aussi un ambassadeur, porte-parole, de la bonne parole, oui, en fait, c'est surtout ça, avoir une bonne parole et essayer aussi d'avoir le bon comportement. Rien que ça serait déjà pas mal. Gabriel, qu'est-ce que vous avez appris en filmant auprès de ces jeunes, auprès de Guillaume, auprès de la Water Family ? Est-ce que vous avez, peut-être que vous étiez déjà au fait de ces grandes questions environnementales, de tout ce que ça pouvait amener, justement, les combinaisons, les bouteilles d'eau, enfin tout ce dont on a pu parler ? Non, moi, ce qui m'a surpris, j'ai appris, Mathieu Crépel, il parle de microplastiques retrouvés en haut des montagnes par la pluie, en fait, par ce qu'on appelle le cycle de l'eau, et je trouve que ça fait peur, l'image fait hyper peur. Ouais. Et voilà, il parle... il dit aussi que justement ces jeunes, et les jeunes sportifs, et surtout dans le milieu du surf, sont un peu les porte-parole de ce genre de valeurs. Et c'est vrai que voilà, c'est un exemple à donner, et surtout que voilà, c'est leur terrain de jeu, l'eau c'est leur terrain de jeu, s'il le dit lui-même, et la meilleure chose à faire pour le préserver, justement, c'est de s'en soucier, quoi. Ethan, excusez-moi, Gabriel. Non, c'est bon. Ethan, vous qui avez surfé un peu partout dans le monde, aujourd'hui, vous m'avez confié, quand on a préparé cette émission en coulisses, que vous étiez parti un mois également à Hawaï. Est-ce qu'il y a cette conscience de l'environnement partout dans le monde ? Est-ce que ça fait partie justement de la culture surf globale, mondiale ? Ou est-ce que c'est quelque chose que... Je vous vois aussi sourire, Gorka, et je voudrais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez déduit ? Qu'est-ce que vous avez vu par rapport aux autres jeunes que vous avez pu côtoyer dans le reste du monde ? Moi, je pense que globalement, tout le monde a un peu conscience maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, de la question écologique. Après, on différencie vraiment, il y a deux types de surfeurs. Il y a vraiment ceux qui sont investis et ceux qui ne le sont pas trop et qui s'en fichent un peu. Mais de toute façon, la question écologique, tout le monde le sait, tout le monde essaye de réduire au moins un minimum sa consommation, les gestes qu'ils font et tout. Mais je pense qu'il y a vraiment deux types de surfeurs. Il y a vraiment ceux qui vont promouvoir ça, qui vont vraiment dire aux gens de faire ci, de faire ça avec leur image. Les autres qui sont pas trop sur
sont moins calés sur ce sujet. Peut-être moins au fait. Ouais. Est-ce qu'il y a les bons et les mauvais élèves, Gorka? Les bons et mauvais élèves, oui, évidemment. Alors, ils ne sont pas tous forcément non plus sensibilisés, ils n'ont pas tous reçu les bonnes informations au bon moment. Donc, c'est tout notre travail. C'est le travail aussi qu'on a fait avec Mathieu Crépel, là, qui est intervenu auprès de vous, qu'on voit dans le film. C'est essayer aussi de faire de vous des ambassadeurs, c'est ce que disait Guillaume. C'est peut-être là aussi où on a le plus d'impact. On peut faire un peu de compensation carbone en plantant des arbres. C'est plus symbolique que ce qu'on va vraiment compenser. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de faire de ces jeunes, de vous, des ambassadeurs. Vous êtes des influenceurs sans le savoir. Comment influencer avec les bons messages, avec les messages actuels, les messages les plus importants en ce moment. Donc déjà, mieux consommer, ensuite réfléchir à notre façon d'habiter la planète. Ça, voilà. Mais c'est un peu votre fardeau aussi, malheureusement, mais c'est comme ça. Ethan, vous le sentez comme un fardeau ou vous le sentez comme une évidence, vous? C'est plutôt une évidence. Moi, à l'école et tout, on nous a beaucoup montré ça. Avec le pôle, on nous a beaucoup montré les impacts et tout. Donc, quand tu sais tout ce qui se passe dans le monde à cause de la consommation de l'être humain, t'as envie de faire avancer les choses, t'as pas envie de continuer comme ça. Avant, je pense que les générations précédentes, elles étaient moins bien informées. C'est pour ça que peut-être il y a eu moins de mouvements, mais là, ça se développe de plus en plus et c'est bien, je pense. Alors, avant de parler ensemble du monde d'après, parce que c'est aussi ce qui nous attend, j'aimerais vous faire réagir sur une chose, la fameuse parité, aussi dans le monde du surf. Marie-Christine Delanne, c'était la pionnière du surf français, un sport qui finalement met les femmes en lumière, et on a pu le voir aussi dans le documentaire avec de grandes sportives qui étaient dans votre session et que Gabriel a filmé. Alors, cette grande sportive de haut niveau, qui a donc été pionnière, comme je viens de le dire, elle est montée pour la première fois sur une planche en 1959, ce qui est assez incroyable. Côte Basque, elle avait 12 ans, et elle a écrit. J'aimerais que vous réagissiez tous à cela. Il a fallu 60 ans pour qu'on parle des surfeuses. 60 ans. On en a parlé, mais pas forcément de la bonne manière. Les surfeuses étaient mis en avant pendant très longtemps. Si on repart dans la surf culture, dans les années 50, 60, il y avait Widget, qui était un film américain qui était sorti sur une surfeuse californienne, mais c'était l'American Way of Life qui était plus vendu, la manière de vivre en Amérique, aux États-Unis, en Californie, qui était mis en avant comme ça. Les surfeuses ont toujours été présentes, mais c'est vrai qu'elles n'avaient jamais été trop mises en avant. Maintenant, de plus en plus, surtout, on commence à le voir plus par leur potentiel sportif que par l'image qui était véhiculée avant, où pendant très longtemps, on considérait plutôt la surfeuse qui allait à la plage, qui accompagnait son copain, qui surfait un petit peu à côté ou quoi que ce soit. Et maintenant, elles sont vraiment à un niveau quasiment égal. Par exemple, la WSL a décidé de mettre le même price money, c'est-à-dire le même gain sur chaque compétition, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Depuis maintenant 2 ans, si je me trompe pas, ça a été mis en place. Donc ça montre qu'il y a vraiment une envie d'avoir un peu cette parité-là. Les championnats du monde amateur, avant les équipes c'était 4 garçons, 2 filles. Maintenant c'est 3 garçons, 3 filles. Égalité, même nombre. Ouais. On a un grand nombre de surfeuses dans les clubs très jeunes. Elles lâchent un petit peu le sport au sein des clubs. Il ne faut plus d'activité au sein des clubs dès qu'elles arrivent à l'adolescence. Mais on voit de plus en plus de femmes, de filles, être à l'eau, présentes au pic, et ne pas se laisser embêter par les garçons. Et ça, c'est de nous en mieux. On le voit dans le documentaire, et on voit que vous aussi, vous faites aucune différence entre une fille et un garçon au Pôle Espoir. Ce sont des athlètes. Là-dessus, oui, il n'y a pas à faire de différence. Ce sont les athlètes de haut niveau. Complètement. Et alors vous, Gabriel, pareil, vous avez décidé de traiter ce film avec les filles et les garçons, ils sont tous ensemble, on fait aucune différence entre une fille et un garçon, vous les filmez pareil, vous posez les mêmes questions, on a les mêmes plans. Non, mais juste pour rebondir à ça, pour le documentaire, de toute façon, dans la promotion surf, il y avait plus de filles que de garçons, donc j'avais pas trouvé le choix. Non, mais en fait, dans ce registre-là, j'étais en train de regarder, j'avais oublié son nom, c'est la surfeuse brésilienne Silvana Lima, je crois, qui avait des super résultats, qui est en professionnel depuis 10 ans et qui n'a jamais réussi à trouver de sponsor à cause de son physique. Enfin, c'est sous-entendu à cause de son physique. Et je trouve que c'est encore assez, même si c'est en train de changer, je trouve que c'est encore assez récent ce côté surfeuse qui est plus mise en avant par le physique que par la Gabriel, performance sportive. Pourquoi son physique vous dites qu'elle n'arrivait pas à trouver de sponsor à cause de son physique, c'est-à-dire? Parce qu'elle n'était pas dans les codes de beauté physique qu'on peut imaginer pour une surfeuse. Qu'on peut imaginer pour une surfeuse. D'accord, grande, blonde. Voilà, on imagine, hein, c'est un grand raccourci, mais c'est extrêmement malheureux, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez dur que ça se ressente, parce que ça c'est des choses qui sont quand même assez récentes. Donc les mentalités changent certes, mais c'est loin d'être gagné, quoi.
Mais en tout cas, vous allez ici œuvrer pour que les mentalités changent et on le sent bien. Le futur pour vous, c'est quoi rapidement, Gorka? Qu'est-ce qui nous attend avec la Water Family? Avec la Water Family, on a repris vraiment sur les chapeaux de roue les animations. On continue à développer des programmes les plus pertinents possibles. On suit l'actualité, essayer de créer des contenus, travailler avec les jeunes aussi, s'appuyer sur les jeunes. Peut-être créer un petit livret à destination aussi des jeunes surfeurs, des écoles de surf. Ça, on y travaille. C'était peut-être aussi une idée qu'on avait, qu'on développe chaque année aussi, le petit livret No Cookbook. Depuis 2-3 ans, on crée un petit livret en partenariat avec la Water Family, Surfrider Foundation, la Fédération française de surf et la Ligue de surf Nouvelle-Aquitaine pour véhiculer un petit peu les bonnes valeurs du développement durable, véhiculer aussi les règles de bonne conduite dans le surf. On a de plus en plus de monde à l'eau et les conflits d'usage apparaissent de plus en plus forts. Donc il est important à rappeler à tout le monde un petit peu les règles, les bonnes us et coutumes du surf, vraiment. Parce qu'il y a beau y avoir des règles édictées, il y a aussi certaines manières d'être et de faire. Bien sûr. Comme dans la vie au quotidien. Ce code d'honneur du surf. C'est exactement la même chose qui se passe dans la rue ou quoi que ce soit. Il y a une manière de faire. Et je pense qu'il faut qu'on l'apprenne aux nouveaux arrivants. Ethan, qu'est-ce qui vous attend? Vous continuez à vous entraîner? Moi, je continue à m'entraîner. Je vais essayer de rentrer au pôle universitaire à Bordeaux là, à la rentrée. C'est un peu la suite du pôle espoir. Donc j'espère que je vais être pris et que je vais pouvoir continuer à m'entraîner et aller mes études. Et voilà, je vais faire de mon mieux, quoi. Et on croise les doigts pour vous. On n'en doute pas trop. Gabriel, Pôle Espoir 2, le retour. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Oui, a priori, on est parti il y a un peu plus d'un mois avec le pôle, les nouvelles recrues. Il reste certains qui étaient encore qui sont dans le film et qui étaient encore en dernière année là, du pôle. On est parti en stage en Charente et dans les Landes. Donc ouais, suivi au quotidien, mais je suis en train d'essayer En fait, le premier film a été une approche assez globale du pôle espoir et aussi une découverte, une rencontre qui finalement m'a servi de repérage pour attaquer un deuxième projet qui serait une approche encore plus intimiste, donner un coup de projecteur sur le surf et le bodyboard. Voilà, essayer de rentrer encore plus d'intimité dans le jeune et dans le sportif, l'adolescent qui s'épanouit par le sport. Et voilà, peut-être faire ressortir 2 ou 3 personnalités. Eh bien, on retient ça en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Vous entendez la musique, ça veut dire que c'est la fin de notre débat. Merci, messieurs, infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Gabriel, Ethan, Guillaume, Gorka. À très bientôt. En tout cas, j'étais ravie de vous recevoir sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débat. Donc à très bientôt.